Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Comment ça va, Rust? Ça va impeccable. Et moi? Moi je vais bien, Et merci. toi, pardon, toi ça va? Non, ça va pas du tout. Ça fait 4 fois qu'on essaye de faire ce podcast-là. À chaque fois, on galère entre la connexion, entre les langues qui fourchent. C'est insupportable. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. En plus, c'est une fin de journée. Là, on a tout vécu aujourd'hui. Mais on vous prépare de Oui, belles choses. Notamment avec, aussi. You Know. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas Non. plus. En tout cas, aujourd'hui, Rust, on s'intéresse à Alana McLaughlin, qui a fait couler particulièrement beaucoup d'encre ces derniers jours. Et on va voir tout ça dans quelques secondes. Mais avant toute chose, le générique. Générique? Soit. Donc oui, Alana McLaughlin, combattante transgenre, qui donc a fait beaucoup parler ces derniers jours. Vous avez été très nombreux à nous demander notre avis sur la question. Et donc Ross va vous parler des faits, et puis aussi vous faire un petit historique des combattantes transgenres qui ont fait la passerelle vers le MMA. Donc, Alana McLaughlin, c'est une femme transgenre qui a fait sa transition il y a quelques années. Elle était un homme et elle est devenue une femme par un traitement hormonal. Et aujourd'hui, elle combat en MMA. Et en fait, tout le débat, c'est autour de qu'est-ce qu'en pensent les gens. Est-ce que les gens pensent que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, etc. Et donc, évidemment, ça part de tous les côtés parce que c'est un sujet qui fait énormément réagir. Surtout parce qu'en fait, des photos qui sont parues de à quoi elle ressemblait avant quand c'était un homme. En plus, c'était quelqu'un qui faisait partie des forces spéciales. Donc, quelqu'un qui était extrêmement musculeux, etc. avant sa transition. Et donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que cette personne-là, Alana McLaughlin, a des avantages en ayant été un homme qui a passé sa phase de puberté et fait sa transition ensuite par rapport à des femmes qui sont nées femmes. Et on avait déjà eu un exemple comme celui-là, et même à l'époque, donc c'était en 2014, et ça avait fait couler énormément d'encre, même à ce moment-là, c'était le cas Fallon Fox. Donc en gros, Alana McLaughlin, c'est un peu en 2021, mais une redite de tout ce qui s'était déjà passé il y a presque il y a 7 ans quoi. Et Fallon Fox, c'était exactement le même cas de figure. C'était un homme qui avait fait sa transition vers la catégorie féminine pour le mixed martial arts, du coup, et qui était devenue une femme même dans le civil. Et pareil, ça avait généré énormément de réactions de tous les côtés, pour les pros, pour les contres, etc., pour savoir est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement analyser à partir d'articles et de revues scientifiques pour établir un petit peu ce qu'on sait sur le sujet, pour établir de potentiels avantages qu'aurait une femme transgenre, donc qui était un homme avant, qui a fait sa transition par un traitement hormonal et qui est une femme désormais et qui combat, parce que c'est du MMA, mais on pourrait aussi parler des autres disciplines, qui fait du sport avec les femmes. Donc on va se baser uniquement sur des articles qu'on mettra en description. Et aussi, pour ajouter à ce qu'a dit Rust, on a eu énormément de messages parce qu'elle affrontait une Française à combattre MMA, donc Alana McLaughlin, et c'est pour ça aussi, je pense, à mon avis, qu'on a reçu pas mal de messages la concernant. Donc c'est parti, Rust, pour toutes ces raisons qui font aussi qui, à mon avis, moi, ajoute au fait que ça fasse pas mal parler. En fait, on peut commencer tout d'abord par dire que ça c'est établi déjà depuis des générations et des générations, mais il y a évidemment des avantages physiques qu'ont les hommes par rapport aux femmes, et c'est à peu près dans tous les domaines. Hein. C'est la structure osseuse, c'est-à-dire comment dire au niveau. Alors il y en a au niveau cardiovasculaire, des avantages en particulier dans tout ce qui est explosivité. Il y en a au niveau ligamentaire, il y en a au niveau osseux. Il y en a au niveau également au niveau de la structure du squelette, parce que les hommes ont un pelvis qui est fait d'une manière totalement différente de celui de la femme, qui doit pouvoir laisser passer l'enfant. Donc en fait, il y a énormément d'avantages physiques qu'ont les hommes, qui fait qu'ils ont donc des performances sportives qui sont de manière très générale au-dessus de celles des femmes. Mais on parle en particulier de sport de force et de sport d'explosivité, puisque par exemple pour les sports qui ont rapport à l'ultra-endurance, les femmes font des performances qui sont extraordinaires aussi. Et donc, par exemple, une qui est je la kiffe tellement elle est stylée, mais qui s'appelle Courtney Dauwalter et qui fait des courses d'endurance, donc dont notamment le Moab 240. Je crois que c'est 386 km qu'elle fait quasiment sans s'arrêter, en dormant 20 minutes sur 3 jours, un truc comme ça. Mais voilà.
Pour ce qui est des sports, pour ce qui sont des sports de force qui requièrent la force et ou de l'explosivité, donc dans notre cas, les sports de combat, il semble, en citant les articles qu'on mettra en description, qu'il y ait un clair avantage, même pour une femme transgenre par rapport aux femmes nées femmes biologiquement. Et il y a des avantages, comment dire, qui sont, on a parlé de la structure du corps, la structure osseuse, déjà au niveau de la longueur des os, au niveau de la densité osseuse également, au niveau de la structure pelvienne, donc on l'a dit. Et ça, ce sont des facteurs qui font, par exemple, pour la longueur des os, ça se joue vraiment au millimètre, mais on parle de bras de levier, en fait. Et plus tu as un levier, plus tu as du levier, plus ça te permet d'avoir, comment dire, des mouvements qui sont performants, quoi. Et puis pour la structure pelvienne, c'est pareil au niveau du coup de tout ce qui est les mouvements d'explosivité, d'extension, de course, enfin n'importe lequel en fait. Et surtout tous les articles qu'on a lus et qu'on a rassemblés sur le sujet, surtout ce qu'ils mettaient en avant, c'était le fait que pour des hommes qui font la transition vers femme via un traitement hormonal, ils conservent énormément d'avantages qui restent très très substantiels par rapport, par exemple, donc aux femmes et même aux femmes qui elles-mêmes font un traitement hormonal pour devenir des hommes. Donc les transgenres hommes. Et donc ce que ces articles mettaient en avant, c'est donc ça en fait, c'est que même après ayant subi un traitement hormonal, donc typiquement une suppression de la testostérone, en fait, les athlètes, et non, justement, très important, ça a été pas fait sur des athlètes, ça a été fait sur des gens qui ne pratiquaient pas forcément de sport à très haute fréquence. Mais ce qui a été donc mis en avant dans ce pool de personnes, qui a été utilisé pour l'expérience, c'est donc que après la transition, et l'étude se basait sur 12 mois après le début du traitement hormonal, les femmes transgenres bénéficiaient encore d'énormément d'avantages, par rapport aux femmes nées femmes biologiquement, et même par rapport aux femmes qui avaient fait ce traitement pour devenir des hommes, en elles faisant vraiment des traitements de remplacement de la testostérone, etc. Et les conclusions de ces différents articles... Mon cher Rust, et dans cette étude, est-ce qu'on voit justement à partir de quand il y a un dip pour les transgenres femmes, donc justement en tout cas les personnes qui ont fait cette étude-là. Quand est-ce qu'il y a un dip, c'est-à-dire quand est-ce que en gros après avoir les avantages sont moindres, ouais, c'est ça. Non, après 12 mois, il semble qu'il n'y en avait pas. Il y avait une baisse, mais c'était une baisse qui était comparativement à ce que gagnaient les femmes qui faisaient un traitement hormonal pour devenir des hommes et qui, elles, vraiment avaient des performances qui étaient ultra boostées. Les hommes qui devenaient des femmes, en revanche, le gap était beaucoup plus fin. Donc, et c'est ce que disait l'expérience aussi, c'est donc, ça n'est pas forcément concluant sur les années et les années qui suivront, mais en tout cas, sur 12 mois après le début du traitement, c'était clair pour ceux qui établissaient cette étude que les femmes transgenres conservaient beaucoup des caractéristiques physiques qui font qu'elles auraient si elles se lançaient dans une activité athlétique, elles conserveraient des énormes avantages comparés aux femmes nées femmes biologiquement et même, c'est ce que disait l'article aussi, par rapport aux femmes qui deviendraient hommes par ce traitement hormonal. Voilà. Je pense que c'est relativement clair. Complètement. Et on sait, pour Alana McLaughlin, quand s'est passée justement la transition d'homme à femme? Alors, je ne sais pas. Quand est-ce qu'elle l'a fait exactement? Ce que je sais, c'est que, par exemple, le comité olympique exige que la transition ait été faite 4 ans avant d'être en compétition? Ouais, c'est ça. Mais pour Alana McLaughlin, je n'ai pas exactement la date de sa transition. Ok. Ouais. Mais donc voilà où on en est en tout cas par rapport à Alana McLaughlin et aux avantages dont elle bénéficie encore probablement par rapport aux femmes biologiquement nées. Malheureusement, oui, nous n'avons pas les informations concernant le moment où Alana McLaughlin est donc devenue femme, donc on pourra pas malheureusement vous les apporter. On a vu ESPN, on a eu tous les articles un petit peu qui se passaient. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu de l'autre côté justement un boxeur qui lui a fait justement sa transition de femme
à hommes donc, et qui a enregistré une première victoire sur le territoire américain en boxe anglaise chez les pros. Donc c'était Patricio Manuel qui est devenu le premier homme transgenre à s'imposer en boxe anglaise, et c'était face à Hugo Aguilar, voilà. Et donc là, c'était en 2018. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que pour les Jeux Olympiques, le comité olympique n'a imposé aucune restriction pour les hommes transgenres, c'est-à-dire des femmes, des gens qui étaient des femmes et qui sont devenus hommes ensuite. Et ben, pour eux, il n'y a aucune restriction. Ils peuvent compétitionner dans les disciplines hommes, mais en revanche, qu'ils ont mis un seuil de testostérone, de taux de testostérone à ne pas dépasser pour les femmes transgenres. Donc déjà, le comité olympique eux-mêmes font une différenciation entre les hommes transgenres et les femmes transgenres au sein de leur compétition. Et le fait que là aujourd'hui on en parle et qu'il y ait eu autant de réactions, vraiment parce qu'on s'attendait pas à recevoir des messages, c'était surtout sur Twitter et Instagram, je pense aussi que c'est la première à combattre sur le territoire américain après Fallon Fox, donc c'était comme l'a dit Rust en 2013-2014, Fallon Fox qui elle-même était cage side lors du combat de combatté américain, enfin pas américain mais de l'organisation combatté ce week-end. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que ça marque assez les esprits, c'est que ce soit assez rare, et comme à l'époque de Fallon Fox, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y en avoir un petit peu plus qui vont arriver, ou là il pourrait y avoir on va dire, ou à un niveau plus élevé aussi, donc là que les organisations prennent des décisions, mais pour l'instant, en tout cas, ça reste un cas isolé à Alana McLaughlin. Donc en conclusion de ce podcast, mon cher Ross, que pouvons-nous dire ? En conclusion de ce podcast, à mon sens, je pense que ce serait plutôt de créer pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, je pense qu'il faudrait mieux, à la limite, créer des catégories qui soient une catégorie femme, une catégorie homme, et les garder telles quelles, et ensuite créer des catégories qui soient pour les femmes transgenres et pour les hommes transgenres, pour garder, un vrai pied d'égalité pour tous les compétiteurs, quels qu'ils soient, quoi. Ouais, c'est clair, et puis c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, ça fait autant, on va dire, de remous et de réactions, parce que ce n'est qu'arrivé que 2 fois, notamment aux États-Unis, mais c'est vrai que si ça arrive de plus en plus, à mon avis, la question va vraiment se poser, que ce soit à l'UFC ou dans d'autres organisations en général, de toute façon. Ouais, complètement. Donc, mais effectivement, pour l'instant, de toute façon, c'est un épiphénomène, quoi. Ça fait le buzz, mais ça reste un épiphénomène. Exactement. Bon, allez, mon cher Rust, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé aussi des réactions sur le combat de Bilal Guidou le week-end dernier. Exactement, avec sa grosse guerre qui avait lieu vendredi en même temps que Tony Oka. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on était directement présent pour le combat de Tony Oka, comme vous avez pu le voir avec notre superbe setup, hein. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié justement le combat de Tony Oka. Et puis après, vous le savez, nous quand on fait toutes ces récaps et réactions, on aime bien être dans le bon timing pour que ce soit pas réchauffé. Et c'est pour ça que là on est passé à autre chose. Mais en tout cas, énorme respect à lui, parce que c'est vrai que là il y avait un gros adversaire face à lui. Il a certes perdu, mais à mon sens en tout cas avec les honneurs. Et puis là ça va être intéressant, parce que je pense que malgré la défaite, tu vois, il passe dans une autre dimension, il va plus pouvoir retourner en arrière, et là maintenant il ne va avoir que des gros adversaires de calibre, donc ça va être intéressant pour la suite. Ah ouais, non, complètement. Franchement là, honnêtement, c'est quand tu vois un combat comme ça, où c'est même pas que Bilal a du cœur, tu peux pas faire plus guerrier qu'un mec qui va au travers d'un combat comme ça, qui donne qui donne sa vie pour aller au bout. Et certes, il perd, mais c'est tellement inspirant d'avoir un guerrier pareil que franchement, je connais pas exactement, tu vois, les gens qui seraient les prochains adversaires potentiels de sa catégorie ou quoi, mais je sais juste que en regardant ce combat-là, franchement, c'est un truc qui te donne envie juste après d'aller courir, d'aller faire des burpees, de faire des trucs, et juste de t'endurcir encore plus mentalement, parce que tu dis c'est à quelque chose comme ça qu'on a envie d'arriver en tant que, c'est une mentalité de guerrier, une mentalité de combattant, vers laquelle on ne peut qu'aspirer, quoi. Et justement, Rust, en parlant de burpees, it's time. It's about damn time. Ouais.
Damn!